Il faisait nuit noire et nous étions allés nous promener. Soudain, une vive lumière blanche est apparue sur les rails. Elle s'est rapprochée de plus en plus, puis atteignant les bois, elle a fini par s'éteindre au loin. Cette histoire que des centaines de témoins ont racontée a l'air tout à fait ordinaire jusqu'à ce que tu découvres que cette voie ferrée a été condamnée il y a très longtemps. Cela fait des années que le train, qui aurait pu être la source de cette lumière, ne roule plus. Ce mystérieux train fantôme est devenu la principale attraction de Saint-Louis, un village situé dans la province canadienne de Saskatchewan. Près de 400 personnes y vivent et des centaines d'autres s'y rendent chaque année dans l'espoir de voir la célèbre lumière. On en a parlé dans des livres, sur Internet et dans des émissions consacrées aux mystères non résolus. Pendant des décennies, personne n'a pu expliquer ce dont il s'agissait exactement. Certaines personnes ont parlé d'une lumière blanche, d'autres ont affirmé avoir vu une lumière rouge. Selon une légende, cette lumière rouge serait celle d'une lanterne portée par le fantôme d'un conducteur de train qui aurait perdu la vie un soir en examinant les rails. Des scientifiques essayèrent de réfuter ces deux histoires de fantômes en vain. Alors, deux élèves d'un lycée du nord de Saskatchewan décidèrent de se lancer dans une aventure. Elles aperçurent le train lors d'un voyage à Saint-Louis. L'une des filles affirma qu'il s'agissait de phares de voiture, mais elle avait besoin d'enquêter pour en avoir la preuve. Avec son amie, elle décida de résoudre le mystère et d'en faire un projet d'expo-science. Elles firent plusieurs voyages à Saint-Louis pour des recherches. Nos deux jeunes chasseuses de fantômes s'équipèrent d'une carte, d'une boussole et d'un système GPS, chose qui était encore assez rare en 2001. Les filles trouvèrent l'endroit où la lumière fantôme était la mieux visible. Ensuite, elles tracèrent une ligne droite sur la carte pour marquer sa provenance et relevèrent toutes les routes voisines. Le père d'une des filles accepta de les aider. Il gara sa voiture à différents endroits, près des voies, et fit clignoter ses phares. Mais nos deux enquêtrices n'arrivaient pas à les voir, car à chaque fois, le dénivelé les en empêchait. Finalement, elles trouvèrent un court tronçon d'autoroute en haut d'une colline. Pendant 20 minutes, le père alluma et éteignit ses phares. Et à chaque fois que la lumière apparaissait, les filles pouvaient distinguer le train fantôme. Quand il pointait ses phares dans la direction opposée, elles apercevaient également la mystérieuse lumière rouge. L'endroit se trouvait assez loin de la voie ferrée. Il était visible grâce à la diffraction. La lumière passait par une petite ouverture, peut-être entre les arbres, et s'élargissait. Ces deux brillantes élèves reçurent la médaille d'or pour leur projet d'expo-science. 10 ans plus tard, quelque chose de similaire se produisit à Hanson, au Texas. Chaque nuit, les habitants voyaient un mystérieux point de lumière à un endroit précis de l'autoroute. On parla alors de la lumière d'Hanson. On croyait qu'il s'agissait d'une mère qui cherchait son fils avec une lanterne. Il avait disparu dans une tempête de neige il y a très longtemps. Sa mère était partie à sa recherche et n'était jamais revenue. Quelques étudiants, ne croyant pas à cette belle histoire, décidèrent de rechercher la source de la lumière avec leurs iPhones. Ils utilisèrent Google Maps et suivirent un sentier jusqu'à une autoroute qu'ils pensaient être à l'origine du mystère. À mi-chemin, ils purent déjà s'assurer que la lumière provenait des voitures et non pas d'une femme munie d'une lanterne. Il est facile d'être un chasseur de fantômes dehors avec des amis. Mais que ferais-tu si tu avais un fantôme chez toi ? C'est ce qui est arrivé à une famille qui a emménagé dans une vieille maison en 1921. La maison était immense, équipée de lampes à gaz, sans électricité et comportait de nombreux couloirs, exactement comme une maison hantée dans un film. Un matin, la maîtresse de maison, Madame H, entendit des pas au-dessus de sa tête alors qu'elle était seule chez elle. Elle monta rapidement à l'étage et trouva une pièce vide. Elle vérifia toutes les salles et jeta également un œil à l'étage supérieur. Il n'y avait personne. Puis elle commença à entendre des bruits étranges quand elle était au lit la nuit. On aurait dit que quelqu'un déplaçait des meubles et de la porcelaine et soupirait dans le silence de la maison. Le fantôme qui troublait ces lieux devenait de plus en plus courageux. Il suivait ses habitants dans les couloirs. Ils avaient souvent l'impression qu'il était sur le point de s'approcher d'eux et de se montrer. Un jour, un des enfants de Madame H courut jusqu'à sa chambre et lui demanda pourquoi elle l'appelait. Elle lui répondit que c'était sûrement le vent qu'il avait entendu. Mais l'enfant était persuadé d'avoir entendu une voix. Les plantes ne vivaient pas longtemps dans cette maison. Une nuit, une chose effrayante arriva. Madame H se réveilla et vit distinctement un homme et une femme qui se tenaient dans sa chambre. Elle devait mettre un terme à tout ça et demanda de l'aide à son beau-frère. Il fit des recherches et suggéra qu'il pouvait s'agir d'une fuite de monoxyde de carbone. Ce gaz incolore et inodore avait provoqué des visions similaires chez d'autres personnes. Lorsqu'ils examinèrent les conduites, ils découvrirent que le gaz en sortant de la chaudière se propageait dans la maison au lieu d'être évacué par la cheminée. Et il provoquait des maux de tête, des hallucinations, des vertiges et d'autres symptômes désagréables. Certains fantômes laissent des empreintes digitales derrière eux. C'est en tout cas ce que dit la légende de San Antonio.
D'après celle-ci, en 1938, un bus scolaire se retrouva bloqué sur une voie ferrée pendant une tempête de neige. Quand les employés du train aperçurent le bus, ils essayèrent de s'arrêter, mais il fut impossible d'éviter la collision. Aucun des passagers du bus ne survécut à l'accident. Et depuis, leur fantôme veille à ce que d'autres personnes ne subissent pas le même sort. Depuis, des centaines de personnes se sont rendues sur place pour jouer avec le destin. Elles arrêtent leur voiture sur la célèbre voie et attendent que les fantômes se portent à leur secours. Certaines mettent du talc sur leur voiture pour que les empreintes des morts soient visibles. Et en effet, celles-ci apparaissent quelques instants plus tard. Il s'avère que ce mystère possède lui aussi une explication logique. La voie est légèrement inclinée, et quand les voitures bougent un peu, la lumière révèle les empreintes qui étaient déjà sur les voitures. Et puis l'histoire qui a inspiré la légende ne s'est même pas produite à San Antonio, mais à Salt Lake City, dans l'Utah. L'université de Coventry en Angleterre était elle aussi la scène d'un phénomène inexpliqué. Tous ceux qui visitaient ces caves du XIVe siècle en ressortaient effrayés. Ils disaient avoir vu le fantôme d'une femme. Un professeur de l'université, également chasseur de fantômes à ses heures perdues, décida de percer le mystère. Un jour qu'il travaillait dans son laboratoire, il sentit une présence. Prenant son courage à deux mains, il descendit au sous-sol et découvrit que toute cette folie provenait de ce qu'il appela la fréquence de la peur. Les niveaux de fréquences sonores dans la cave étaient si élevés qu'ils provoquaient des illusions d'optique, de l'anxiété et causaient des frissons dans la colonne vertébrale. Un effet similaire te fait entendre le bourdonnement d'un verre quand tu fais courir un doigt humide dessus. Le petit village de Kalachi, au Kazakhstan, a été la scène d'une mystérieuse épidémie de sommeil. C'est en 2013 que les premiers villageois ont été victimes de ce trouble. Ils faisaient leurs activités régulières de tous les jours, roulaient à vélo, se rendaient au travail ou bavardaient avec leurs amis, quand soudain ils s'endormaient. Les symptômes étaient toujours les mêmes. Troubles de l'élocution, étourdissement, et hop, certains ne se réveillaient qu'après 6 jours de ronflements intenses. Ils ne se souvenaient plus de ce qui leur était arrivé et ressentaient une grande fatigue et des maux de tête. Cette maladie, tel un syndrome de la Belle au bois dormant, touchait des gens de tout âge, y compris des enfants et même un chat nommé Marquis. Son propriétaire déclara que le chat s'était mis à attaquer les murs, les meubles et même le chien de la famille. Ensuite, il s'était assoupi et avait ronflé comme un humain pendant des heures. En 3 ans, plus de 150 personnes furent victimes de cette étrange maladie. Les médecins et les spécialistes du sommeil se démenèrent pour trouver une solution. Certaines personnes mirent en cause les radiations des mines d'uranium voisines. Les médecins du pays se rendirent dans plus de 7000 maisons, mais affirmèrent que les niveaux n'étaient pas assez élevés pour être la cause du mal. Ils contrôlèrent aussi les réserves d'eau à la recherche de métaux lourds et de bactéries, mais ils ne trouvèrent là non plus rien d'anormal. Enfin, l'ancien directeur de la mine d'uranium suggéra que du gaz s'échappait peut-être des sols de la région. Les scientifiques examinèrent cette théorie et découvrirent qu'elle était correcte. Un gaz dangereux circulait dans l'air et manquant d'oxygène, les gens s'endormaient. Les familles partirent les unes après les autres de cette zone et l'épidémie prit fin aussitôt. On dit que cet endroit regorge d'argent. Il y serait entreposé depuis des siècles, mais personne n'a réussi à l'emporter de cette île. Les chasseurs de trésors sont fascinés par cet endroit depuis 1795. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance à la recherche de ces richesses, peut-être cachées là des pirates espagnols ou par des templiers. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'y rendre, le lieu ayant été privatisé. Tout ce que l'on peut faire, c'est une excursion autour de l'île. Sinon, il est toujours possible de regarder l'émission de télé-réalité des frères Lagina, Rick et Marty, qui forment une équipe de passionnés à la recherche des trésors de l'île aux Chênes, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Il semblerait qu'il n'existe aucun endroit au monde où les caméras de télévision ne peuvent aller. L'une des découvertes les plus célèbres est celle du puits au trésor. Malgré son nom prometteur, il n'était pas rempli d'argent. Remontons donc d'environ 2 siècles. Le puits au trésor fut découvert par un jeune homme de 16 ans en 1795. Un jour, Daniel McGuinness alla pêcher sur l'île aux Chênes. Il y vit un arbre. Évidemment, il s'agissait d'un chêne. Mais il portait des marques bizarres. Ces marques ne semblaient pas naturelles. Daniel décida donc de faire un tour dans la zone. Il aperçut alors un trou dans le sol et commença à creuser. 2 de ses amis l'aidèrent. Mais au lieu d'un trésor, les garçons ne trouvèrent que des plateformes de bois placées sous terre à intervalles réguliers. Ça ressemblait à une cachette pour de l'argent ou des bijoux, mais ils ne découvrirent rien de précieux. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange au fond de ce puits. Quelqu'un y trouva une pierre de granit sur laquelle était gravée une inscription. Nombreux sont ceux qui ont tenté de la déchiffrer, mais la plupart ont échoué.
Il en existe cependant une traduction. 40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés. Oui, McGuinness et ses amis auraient dû creuser davantage. L'autre élément amusant du puits au trésor est la fibre de noix de coco qui s'y trouve. On dit que de grandes quantités de cette fibre ont été découvertes à une profondeur de 18 mètres. Cela ne te surprendra peut-être pas, mais je dois te rappeler une chose. L'île aux chênes se trouve en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les cocotiers n'y poussent pas. Les plus proches se trouvent à environ 2500 km de la Nouvelle-Écosse. Quelqu'un aura donc apporté cette fibre à dessein. Des chercheurs ont émis l'idée que la fibre de noix de coco aurait pu être utilisée pour fabriquer des cordes et descendre les trésors dans le puits. Ensuite, voici 2 étranges mystères. À la fin des années 1800, la Oak Island Treasure Company inspecta et fouilla l'île de fond en comble. Tout le monde pensait que quelque chose d'énorme y était caché. Les hommes réussirent à creuser à 46 mètres sous terre, ce qui équivaut à 15 panneaux stop les uns sur les autres. Comme tu t'en doutes, ils ne trouvèrent pas les tonnes d'or et de diamants qu'ils espéraient. Mais ils découvrirent un manuscrit. Selon une théorie, il s'agirait d'un des manuscrits perdus de Shakespeare. Certains scientifiques pensent qu'il a été caché là par l'écrivain et savant Francis Bacon, peut-être le véritable auteur des œuvres de Shakespeare. Oui, une rumeur veut que ce soit Francis et non William qui ait écrit toutes ces pièces et ces sonnets. Mais cela n'a jamais été prouvé. Le puits au trésor est peut-être le puits le plus célèbre de l'île aux chênes. Mais ce n'est ni le seul, ni le premier. Avant sa découverte, les chasseurs de trésors avaient foré la terre dans la baie de Smith. Lors de la construction d'un barrage, ils trouvèrent une structure de bois. Elle avait la forme d'un U et portait des chiffres romains. Après analyse, les spécialistes affirmèrent qu'elle datait de 1769. Le puits au trésor fut découvert 26 ans plus tard. Ce fait a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles cette structure aurait pu faire partie du puits au trésor que tout le monde recherchait. Maintenant, regarde cette pièce des Templiers. Ce n'était pas la première découverte sur l'île, mais elle fut cruciale. Même si cela ne semble pas très important aujourd'hui, à l'époque médiévale, ces pièces permettaient d'amasser une quantité incroyable de richesses. Elles étaient généralement stockées dans les forteresses européennes. Pour les chasseurs de trésors, cette pièce était extrêmement significative. La logique est simple. S'il y a une pièce de ce type, il doit y en avoir d'autres. Et ils avaient raison, cette découverte ne fut pas unique. On trouva un carreau d'arbalète sur la rive sud-ouest de l'île. Les experts estiment qu'il date du XIIIe siècle. Mais là encore, ce n'est pas ce que cherchaient les chasseurs de trésors. On découvrit d'autres pièces sur l'île. Rick et Marty Lagina sont tombés sur celle-ci dans un marécage. Elle est en cuivre et provient cette fois d'Espagne. Au départ, ils ne purent déchiffrer que le chiffre 8 sur sa surface. Mais plus tard, des experts se penchèrent dessus et affirmèrent qu'elle avait été fabriquée aux alentours du XVIIe siècle. Ils réussirent à bien la nettoyer et virent la date de 1652 gravée dessus. Selon une théorie, des explorateurs espagnols auraient trouvé un trésor mais l'auraient caché au lieu de l'apporter au roi. Il est donc possible que cette pièce soit tombée d'un coffre rempli de pièces et de bijoux et qu'elle fasse partie du trésor que tout le monde recherche. Ou peut-être que quelqu'un l'aura accidentellement perdu en cherchant le vrai trésor. Qui sait? Gary Drayton est un autre chasseur de trésors célèbre. Gary et son équipe, accompagnés de Rick Lagina, ont découvert 2 pièces de monnaie sur l'île. Il s'agit de pièces Britannia du roi Charles II datant du XVIIe siècle. L'une d'entre elles porte une inscription très nette, indiquant qu'elle a été frappée en 1771. Un autre trésor des marais, probablement d'origine espagnole, fut encore découvert. Il s'agit cette fois d'une bague en argent. Un spécialiste l'a étudiée de près et a affirmé qu'elle a été réparée 2 fois. L'anneau a été agrandi 1 fois et raccourci 1 autre fois. Il est orné d'un motif floral, très populaire dans l'Europe des années 1730. Parmi les autres objets mystérieux découverts par Rick et Marty, il y a un bouton d'argent. Il est assez ancien. Il remonterait au milieu du XVIIIe siècle, avant la découverte du puits au trésor. Cette découverte n'a donc pas été jugée très importante. Le bouton a pu simplement appartenir à un fermier qui élevait du bétail sur l'île. Il n'existe aucune preuve officielle qu'on ait jamais trouvé un coffre rempli de pierres précieuses et de pièces de monnaie sur l'île aux chênes.
mais quelques passionnés y ont trouvé des bijoux. Tout d'abord, ils ont trouvé une broche sertie d'une magnifique pierre rouge. Ils pensaient à tort qu'il s'agissait d'un rubis. Mais un expert a déclaré qu'il s'agissait d'un grenat. La broche est en argent et est plutôt ancienne. Les spécialistes pensent qu'elle a pu être fabriquée vers le XVIe ou XVIIe siècle. On a découvert une autre broche, sans pierres précieuses, mais ornée d'un motif complexe, le dessin d'une feuille et d'une corde. La feuille possède 13 pointes, ce qui a immédiatement éveillé la curiosité des chasseurs de trésors. Tout d'abord, un arbre à 13 branches est gravé sur un rocher de la côte nord de l'île. De plus, de nombreuses personnes pensent que le chiffre 13 était important pour les Templiers. Nos passionnés ont également trouvé une broche non loin de l'endroit où vivait Daniel McGuinness, celui qui a trouvé le puits au trésor. La broche a été montrée à un expert, Charles Lewton Brain. Il leur a affirmé que ce bijou n'était pas serti de pierres précieuses. En fait, la pierre qui semblait être précieuse n'était qu'un morceau de verre. Il s'agit d'un verre riche en plomb, du cristal. Après analyse, on s'aperçut que la broche était partiellement en or. Les spécialistes affirment qu'elle date du XIVe siècle. Alors, s'agit-il du trésor que tout le monde recherchait ? Imagine une ville fantôme, des bâtiments abandonnés couverts de graffitis, des carcasses de voitures rouillées, des routes au goudron fissuré. Et maintenant, ajoute à ça une épaisse couche de fumée noire qui sort du sol. Et le sol lui-même est chaud au toucher. Bienvenue à Centralia, en Pennsylvanie. C'était un endroit animé dans les années 1800 et jusque dans les années 1960. Ces riches mines de charbon ont attiré beaucoup de gens pour y travailler et y vivre. Mais en 1962, l'une de ces mines a accidentellement pris feu et un incendie a commencé à se propager sous terre. Le charbon est un combustible à combustion lente. Donc, les citoyens ont continué à vivre paisiblement pendant presque 2 autres décennies, jusqu'à ce que l'incendie commence à ronger la ville par le dessous. L'un des pires accidents a eu lieu lorsqu'un trou béant est apparu de nulle part dans le jardin d'une maison à Centralia. Heureusement, personne n'a été blessé, mais après cela, les gens ont commencé à partir. Au cours des 30 années suivantes, presque tout le monde a déménagé. En 2020, 5 personnes y vivaient encore. Mais à part cette poignée d'irréductibles, Centralia est bel et bien une ville fantôme. Les bâtiments abandonnés qui s'écroulent et les routes fissurées n'en sont qu'une petite partie. L'élément le plus inquiétant de cet endroit est la fumée qui s'échappe du sol par les fissures. L'incendie souterrain fait toujours rage, réchauffant la surface et détruisant lentement les restes de la ville. D'ailleurs, c'est ce qui a inspiré la célèbre ville fictive de Silent Hill. On estime que le brasier durera encore 250 ans, et d'ici là, il n'y aura plus que des terrains vagues brûlés dans la région. Si tu as peur des insectes, alors l'endroit suivant est probablement ton pire cauchemar. Les grottes de Gomantong en Malaisie pourraient être l'un des endroits les plus pittoresques du monde, s'il n'y avait pas leurs habitants. Tout d'abord, il y a les chauves-souris. Plus de 2 millions de ces animaux vivent dans les vastes étendues des grottes. Elles sont facilement effrayées, mais ce n'est pas forcément une bonne idée de leur faire peur. Imagine des millions d'horreurs ailées volant vers toi en panique. Deuxièmement, il y a des cafards. Et si le nombre de chauves-souris est plus ou moins déterminé, les cafards qui grouillent sur les sols et les murs des grottes sont impossibles à compter. Ils sont si nombreux que tu ne pourras pas faire un seul pas sans qu'une douzaine de ces bestioles ne rampent le long de tes jambes. Enfin, si tu réussis à ne pas crier à cause des cafards et à ne pas réveiller les hordes de chauves-souris, tu seras peut-être récompensé par d'autres merveilleux habitants des grottes. Il s'agit notamment de serpents, de scorpions et de 1000 pattes géants venimeux. Charmant. Malgré tout, les grottes sont ouvertes au public et beaucoup de gens visitent cet endroit. Au milieu de nulle part, dans les terres désolées du désert du Karakoum en Asie centrale, il y a un grand trou dans le sol qui brûle pour toujours. On l'appelle le cratère de gaz de Darvaza, et c'est une véritable fosse, large et profonde, qui brûle depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Les habitants l'appellent la porte des enfers, et la vue est effectivement effrayante.
Il n'y a aucun moyen d'éteindre les flammes, et les scientifiques pensent que le cratère continuera à brûler pendant des siècles. La fosse est apparue en 1971 lorsqu'un groupe d'ingénieurs a fait des repérages dans la région et pensait être tombé sur un gisement de pétrole. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une poche de gaz naturelle, et lorsque la plateforme de forage a commencé à travailler sur le site, le sol s'est effondré. Les ingénieurs ont eu peur que le gaz toxique ne mette en danger les villes voisines. Alors, ils ont pensé qu'il valait mieux y mettre le feu et le laisser se consumer en quelques semaines. Mais, comme on peut le constater, le brasier est toujours aussi puissant. Le cratère est depuis devenu une attraction touristique populaire. Toutefois, il représente toujours un certain danger. Alors, des efforts sont faits pour éteindre définitivement les portes du monde souterrain. Imagine que tu vois un serpent incroyablement venimeux juste à côté de ton pied. Déjà assez terrifiant, n'est-ce pas? Maintenant, multiplie cette expérience par 2000. Et peu importe où tu essayes de courir, il y a des serpents tout autour de toi. Bienvenue sur l'île aux serpents, dont le nom ne pourrait pas mieux la décrire. L'île est située non loin de la côte du Brésil et abrite des milliers de vipères, Jararaca iloa, ou trigonocéphales insulaires. Il y a environ 11 000 ans, le niveau de la mer a augmenté et a séparé l'île du continent. Et beaucoup de ces vipères se sont retrouvées piégées sur l'île. Leurs cousines du continent sont également venimeuses, mais pas autant. La variété insulaire a dû évoluer pour survivre, et elle l'a fait de façon particulière. Comme il n'y a pas beaucoup d'animaux terrestres à chasser pour les vipères, elles se sont adaptées en chassant plutôt les oiseaux. Et pour que leur venin soit efficace, il fallait qu'il soit instantané. Ces vipères dorées ont donc développé un venin qui est 5 fois plus puissant que la variété ordinaire. Cela leur a permis de prospérer et il y a maintenant 1 à 5 vipères par mètre carré sur l'île. L'île est considérée comme si dangereuse que le Brésil en a interdit tous les visiteurs, au cas où quelqu'un serait assez fou pour s'y rendre. Perdu dans les bois la nuit, tu tombes soudain sur une silhouette humaine. Soulagé, tu touches son épaule pour demander ton chemin. Mais elle est dure comme de la pierre et couverte de mousse. Puis, tu regardes le visage de la personne et ta bouche s'entr'ouvre d'horreur. Cette chose est tout sauf humaine. Un conseil judicieux serait de ne pas te promener dans le sud-est de la Finlande la nuit si tu ne veux pas vivre une expérience cauchemardesque. C'est là qu'un sculpteur finlandais renommé a créé un sinistre jardin de sculpture derrière sa propre maison. La collection principale consiste en 200 figures humaines dans diverses poses de yoga. Mais en te promenant, tu peux tomber sur des œuvres d'apparence plus sinistres. Par exemple, une figure cagoulée avec les bras tendus en avant et des trous noirs profonds à la place des yeux. Pour ajouter à cet aspect effrayant, de vraies dents humaines se trouvent dans la bouche de certaines statues. Le sculpteur est un ermite qui ne voulait pas quitter sa maison. Et quand on lui a demandé de prêter certaines de ses sculptures à des musées, il a répondu qu'il devait leur demander la permission d'abord. Il semble qu'elles aient refusé. Ces statues sinistres sont déjà assez effrayantes. Mais que dire de leurs copines, les poupées? Si tu te trouves un jour au Japon et que tu veux avoir la chair de poule, ne manque pas de visiter Nagoro. C'est un tout petit village situé dans le sud du pays. En passant devant ses maisons et ses cours, tu verras des villageois assis sur leur porche ou s'occupant de leur jardin. Rien de spécial. Jusqu'à ce que tu réalises qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne le feront jamais. Parce que ce sont des poupées grandeur nature. L'une des résidentes locales est retournée dans sa ville natale en 2002 et a entrepris de fabriquer des épouvantails empaillés dans les jardins et les champs. Mais cela a évolué d'une activité pratique à une sorte de travail de mémoire. Chaque fois qu'un de ses voisins quittait le village ou mourait, elle fabriquait une poupée grandeur nature à son effigie. Elle les faisait comme elle se souvenait d'eux, donc toutes ces poupées font ce que des personnes normales feraient. Elles sont assises, debout, couchées sur le sol, et il y a même des classes entières de poupées dans l'école locale. Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est que la population humaine de Nagoro compte moins de 30 personnes, et que les épouvantails sont plus nombreux que les habitants vivants, à raison de 10 contre 1. Il y a plus de 350 poupées dans le village aujourd'hui. Du souvenir de leur créatrice, il y avait environ 300 personnes vivant à Nagoro quand elle était enfant. Et maintenant, depuis 20 ans, elle leur rend hommage à tous. Environ 3000 visiteurs viennent à Nagoro chaque année, et beaucoup d'entre eux reviennent également les années suivantes. Le village est assez difficile à atteindre, car il est situé sur l'une des îles les moins fréquentées du Japon, et la gare la plus proche est à 1 heure de route. Mais cela n'arrête pas les touristes qui veulent voir de leurs propres yeux ces épouvantails merveilleusement effrayants.